présentation de toutsurlehockey.com. Salut tout le monde, bienvenue dans le 25e épisode du TSLH Podcast. Le podcast qui suit a été enregistré ce jeudi, le 18 mars 2021. Dans les sujets abordés, évidemment, on parle du Canadien de Montréal dans les dernières semaines, des semaines qui ont été plutôt en montagne russe, donc nos chroniqueurs s'avancent sur les sujets les plus chauds touchant le tricolore. Par la suite, on enchaîne avec un petit débat entre l'Avalanche ou les Hurricanes comme étant la franchise à long terme ayant le plus de potentiel. Donc, une petite analyse en découle de ça. Puis par la suite, on termine avec nos propres trophées individuels pour la mi-saison dans la Ligue nationale de hockey. Donc, on va parler du trophée Norris, le défenseur par excellence, le MVP de cette demi-saison, le meilleur gardien, le meilleur DG, le meilleur coach, ainsi que la meilleure recrue jusqu'ici. N'oubliez pas que vous avez accès à plusieurs épisodes du TSLH Podcast sur les différentes plateformes. À chaque lundi, on diffuse le podcast qui vous fournit les dernières informations pour vos poules de hockey. Donc, tout ce qui est blessures, joueurs à surveiller, les hot streaks, ainsi que les dernières rumeurs de transactions. Le podcast vous offre toutes les informations pour être les meilleurs dans vos poules. Mais, si vous n'êtes pas les meilleurs, on prend pas la responsabilité de tout ça. Puis, on a également le Scootcast, qui est dirigé par notre chroniqueur Pascal. C'est une série de profils audio des espoirs pour le repêchage 2021. Donc, on a déjà 2 épisodes de publiés pour vous actuellement sur le TSLH Podcast. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous nous écoutez, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Amazon, Google Podcasts, YouTube. Abonnez-vous. Donnez-nous des petits likes, tu sais, c'est niaiseux, mais si on veut que le podcast soit plus connu par les gens, ça nous rapporte pas une scène, ce podcast-là, on le fait parce que c'est plaisant de le faire, on aime ça vous offrir du contenu. Le meilleur contenu qu'on peut vous offrir selon nos analyses personnelles puis nos connaissances, la seule rémunération qu'on a, c'est un petit like, un petit partage, de parler de notre podcast. C'est toujours très apprécié, c'est toujours quelque chose qui nous fait plaisir de voir que le contenu qu'on offre gratuitement est apprécié de nos auditeurs. Donc n'hésitez pas à le faire. Puis avec la date limite des transactions qui approche, n'oubliez pas de continuer de vous informer sur le toutsurlehockey.com pour être au fait des dernières rumeurs de transactions, pour avoir le plus de contenu également sur le repêchage 2021. Donc sur ce, je vais vous souhaiter un bon podcast, puis on se voit lundi dans un prochain épisode du Poolcast du TSLH Podcast. Jeudi 18 mars 2021, bienvenue dans le 25e épisode du TSLH Podcast. Sur l'alignement partant, Pascal, Larchie et moi-même, Matt Parra, toujours au rendez-vous. Les boys, comment ça va cette semaine? Super bien, vous autres? Ça va très bien. Ça va bien, toujours avec autant d'entrain, mon petit Larchie. Toujours. Yes, on peut commencer tout de suite. Je vous ai réservé une couple de petits sujets qu'on pourrait jaser ce soir, mais évidemment, on va parler du Canadien de Montréal parce que on a eu dans les dernières semaines des belles petites montagnes russes dignes de la ronde parce qu'on a eu un creux de vague, on a eu une petite lueur d'espoir avec des bonnes victoires sous l'ère du charme. L'effet du charme, comme plusieurs
se plaisait à mentionner. Une petite drop dans les derniers jours, mais quand même, il y a du positif à en ressortir de la tenue du Canadien de Montréal. Comment vous avez trouvé, les boys, les derniers matchs du Canadien cette semaine et la semaine précédente? Ben, moi, j'ai pas écouté le dernier, mais avant ça, c'est comme t'as dit, c'est des montagnes russes. Là, on sait jamais quelle équipe va sortir le soir. Tu peux regarder ça puis après 10 minutes, avoir le goût de fermer ta télé, ou tu regardes ça puis tu sais que tu vas avoir un bon match. Puis c'est autant ça peut être le fun, autant ça peut être très décevant. Voilà, ce que j'en ressors surtout c'est la tenue de Carey Price. On revoit le Carey Price solide devant son filet. Ouais, tu sais, il y a quelques filets qu'il voudrait sûrement revoir, mais au moins, il y a de l'air là. T'sais, il donne confiance à son équipe. Ça, j'aime bien ça. Mais sinon, tu sais, la défensive manque tellement de vitesse. L'offensive, on aime la profondeur, mais ça reste que, tu sais, il n'y a pas de joueur élite, là. Mais bon, j'ai quand même un sentiment positif depuis que Ducharme est là. Je trouve qu'il y a une façon plus moderne un peu de coacher, qui se fie plus au talent des joueurs et tout. Mais il y a encore du travail à faire. Là. Un petit peu plus d'offensive aussi dans l'ère du charme. Là, en tout cas, dans le dernier match, il y avait beaucoup plus d'échecs avant. Puis, c'est ce qui a fait la force du Canadien en début d'année. Hein, c'est l'échec avant. Puis, quand ils ont connu une petite baisse là, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, c'était vraiment ça qui faisait défaut. Il a fallu qu'un Josh Anderson se prononce puis qu'il mentionne que vous allez voir au prochain match, les gars vont flotter. Puis, sincèrement, j'ai adoré. Tu sais, c'était cocky un peu, mais en même temps, j'ai trouvé que c'était une belle sortie de vétéran à faire dans les médias. Ça a rassuré du monde. Puis en plus, il a été capable de répondre. Tu sais, le match d'après, là, effectivement, Josh Anderson, il volait. Là. Puis moi, ce qui m'a étonné, c'est vraiment que, tu sais, les bons vieux vétérans qu'on pointe dans l'organisation du CH, c'est pas mal tout le temps chez Weber, Carey Price, Brendan Gallagher. Mais dans le lot, il y a juste... Price a élevé son jeu, là, mais sincèrement, Gallagher et Josh Anderson, c'est les deux vétérans qui se sont levés dans le match là, cette semaine. Gros échec avant de l'implication physique. Ils ont donné le ton au match. Fait que ça, c'est quand même de bon augure pour le Canadien. Entièrement raison. Il va juste falloir marquer plus de buts. C'est juste ça. Mais bon. Puis là, j'imagine, en tout cas peut-être que Matt, c'est un sujet qui s'en venait, mais là, avec cette situation-là d'une équipe qui est si inconstante, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, la date limite s'en vient. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une grosse question en ce moment là avec les performances de l'équipe, avec le début de saison suivi de la période creuse, avec là un peu des deux à chaque match. On fait quoi? On fait quoi justement? Comment on approche? À votre avis, comment on devrait approcher la date limite des transactions avec un Ben Chirot qui est blessé pour 6 semaines? Il disait 6 à 8 semaines, mais visiblement, ça va être 6 parce qu'il ne sera pas placé sur la liste des joueurs blessés à long terme. On approche la date limite comment? Bergevin a donné un élément de réponse là, dans sa conférence de presse en début de semaine ou la semaine passée, je me rappelle plus. C'est-à-dire que c'est difficile. On aime notre équipement. Le cap salarial, la quarantaine, c'est difficile. Fait que là, je pense pas sérieusement qu'il va être capable de faire grand-chose d'important comme un Holmes ou autre en défensive. Là. Mais tu sais, ce qu'on a là, ça va être ce qu'on va voir d'après moi le 13 avril. Donc Bergevin va perdre sa job. Ouais. J'ai écrit un texte aujourd'hui. Parle-nous de ton texte, Pascal, justement. Non, mais j'aimerais ça qu'on en parle. Ouais. Sur les défauts du Canadien de Bergevin. Puis, tu sais, je touche un peu au repêchage, au développement, Terry Timmins, mais pour moi, c'est vraiment la difficulté qu'il y a à faire des gros moves au niveau des agents libres, mais surtout, je conclus le texte sur, selon moi, peu importe ce qui arrive, même si on remporte la Coupe Stanley, selon moi, d'ici 2 ans, la fin de contrat de Bergevin, il va partir. Peu importe ce qui arrive, d'après moi, il n'y aura pas de nouveau contrat avec le Canadien. Il va peut-être s'en faire offrir un, mais selon moi, il restera pas. Il a fait le tour. Là. Fait que, à mes yeux, je pense pas qu'il va rester au-delà de la prochaine saison. Mais là, j'ai hâte de voir parce que
il nous a habitués quand même à nous surprendre. Oui. Là, est-ce qu'il va le faire dans les prochaines semaines? Tu sais, avec un Kyle Dubas qui, lui, sans équivoque, a été agressif. Il a dit, même je trouvais ça surprenant à quel point ça a été agressif comme sortie, là. De dire, je vais le donner le top prospect, puis je vais pas attendre la date limite. Moi, je veux faire ça là, mais il faut quelqu'un pour danser. Mais est-ce que Bergevin va vouloir répondre à ça? Il y a comme un peu pas le choix s'il veut aller loin en série, parce que on va finir par les pogner, les Leafs, ça, si on va loin. Oui. Donc, je peux pas croire que dans une année comme celle-là, où c'est là la fenêtre, je peux pas croire que Bergevin bougera pas, mais en même temps, c'est le feeling que j'ai, malheureusement. Tu sais, moi, ce qui me fait capoter, c'est que Bergevin, là, les acquisitions qu'il a faites, ils fonctionnent. C'est ça qui est plate dans tout ça, c'est que, tu sais, ces acquisitions, là, il y a personne qui peut chialer contre ça. Cette année, là, il a fait un très bon boulot à l'automne, mais t'as tellement bien illustré dans ton texte, Pascal, il est où le problème? C'est qu'en dépit qu'il a fait des bonnes transactions, des bonnes signatures, il a mal évalué son club. C'est tout. Ouais. C'est la base, là, c'est ça. Il a évalué son club comme étant un club prêt à aspirer à des résultats. Puis, tu sais, on se cachera pas, là. Quand il dit « je veux des résultats », là, c'est pas de faire les séries. Hein. Un DG qui veut des résultats, c'est la Coupe Stanley. C'est vraiment ça. Tu sais, je voyais les commentaires sur les réseaux sociaux, puis parce que j'ai écrit un texte sur la différence entre la vision des Leafs et la vision du CH pour la date limite des transactions. Puis je mentionnais que les deux équipes canadiennes adoptaient des visions différentes, mais avaient un objectif similaire. Ouais. Mais là, tu sais, le monde, il commentait que ouais, mais le Canadien, il vise pas à la coupe, il vise juste à faire les séries. Non, là, ils veulent des résultats, là, ils veulent la coupe. C'est ça. Là. Mais tout ça est fait en raison d'une série aveuglante qu'on s'est dit, hey, tout le monde est prêt. Tu sais, on dirait qu'il a comme pas pensé que ça se pouvait que Suzuki soit dans une gang la deuxième saison. Puis que ça se pouvait que, tu sais, Keke soit pas si près que ça à être un deuxième centre. Puis, fait que c'est dommage parce qu'il a fait un bon boulot à l'automne, mais là, c'est pas le choix. La défensive, le gros problème, sérieusement. Je comprends pas pourquoi. En tout cas, probablement que c'est juste vraiment difficile d'en trouver, là. Mais de trouver un défenseur gaucher qui bouge la puck, ça a tellement de l'air difficile, quasiment plus pire que de trouver un premier centre pour le Canadien depuis que Markov est parti. Là. Ça réglerait tellement les problèmes à court terme, puis à long terme aussi. Je suis capable de vivre avec Suzuki comme premier centre. Oui, il y a de la misère plus cette année, mais il produit quand même une certaine production. Là. Il est capable de jouer défensif aussi. Fait que, il est pas tout le monde, je pense qu'il voit ça pire que c'est en ce moment pour Suzuki. Mais au moins, il y a de l'aide de Dano puis de Kotkaniemi au centre, ça aide beaucoup à avoir de la profondeur. Quand lui, il fonctionne pas, les autres fonctionnent un peu plus. Là. Mais c'est ça, il y a de la misère il veut son équipe tout le temps meilleure qu'elle est vraiment. On dirait qu'il est pas capable d'identifier les bons besoins à régler, comme en défensif. Puis tout se joue sur des matchs tellement serrés, puis dans la division canadienne, dans chaque division en ce moment de la LNH, tous les matchs sont importants. Fait que tous les matchs qui vont jouer sur 1-2 buts à cause de justement des petites différences, à cause de petites choses qui ont pas été réglées, à cause de petits problèmes qui ont pas été réglés, ben tous ces matchs-là en bout de ligne vont faire mal. Donc toutes les petites affaires qui ont pas été réglées avec les années, tous les petits manques de vision sur certaines choses de Bergevin, ben en bout de ligne cette année ils vont faire très mal. Puis ça fait 8 défaites en prolongation. Ça fait mal. Ouais, aussi, ça fait mal, là. Ah ouais. Ouais, mais tu sais, ça 8 fait points au classement, là. Ouais, je sais bien, mais ça fait mal, mais c'est quand même mieux qu'une série de 8-9 défaites 2 fois comme ils ont eu l'année passée, par exemple. Oui, je sais bien, mais tu sais, c'est vraiment serré cette année, là. C'est 7 équipes dans la division. C'est super. C'est 8 points que tu donnes à l'adversaire que tu aurais pu aller chercher. Même si des fois, tu en aurais mérité 0, tu en es allé en chercher un, c'est bien, mais tu avais quand même la victoire à porter. Là, tu sais, on pourrait parler des décisions à Ducharme ou Julien d'envoyer Byron, Dano, pis ces affaires-là, tu sais, on pourrait en parler, mais ça reste eux autres les coachs, tu sais, je pense pas qu'on ait une habilité à vraiment commenter, là, mais Byron, ça m'a énervé, mais bon. Ouais, mais parlons-en. Pourquoi on en parlerait pas?
On pourra en parler. Moi, j'en ai long à dire sur la prolongation du Canadien. Là. Ouais. Parce que, tu sais... Ouais, lâche-toi lousse. Ben, tu Lâche-toi sais... lousse. En fait, tu sais, je suis pas coach, là. T'as raison, Pascal. On l'est toutes pas, là, tu sais. Puis la meilleure personne placée pour choisir ses joueurs sur la glace, c'est le coach. Sauf que, tu sais, Michel Therrien, Guy Carbonneau, Claude Julien, Dominique Ducharme, c'est tout le temps la même histoire. Tout le temps la même histoire. Ils sont pas capables de gagner en overtime pareil. Fait que là, à un moment donné, ça se pourrait-tu que ce soit pas les décisions du coach qui soient en cause, mais le fait qu'on n'a aucun joueur élite à placer en overtime contre un trio qui s'appelle Scheifele, Wheeler, Dubois, ou quand tu joues l'autre bord du Canada, que t'affrontes Peterson, Bezer, puis Quinn Hughes. À un moment donné... Sans parler d'Edmonton. Sans parler d'Edmonton. Sans parler d'Edmonton, que du moment qu'il envoie McDavid, Barry, puis Draisaitl sur la glace, ben ton overtime, il va durer 1 minute. Là. Ça va être terminé. Là. Fait que, ouais. Moi, c'est ça qui me fait capoter, c'est on remet tout le temps les décisions du coach en question, mais ça fait des années que c'est de même. Tu sais, en 2011-2012, là, le Canadien a perdu 16 matchs en overtime. C'était 20% de défaite. De le match, là, 20% de défaite en overtime. Puis cette année, on est à 27%. Fait qu'on s'enligne pour connaître la pire saison au niveau des overtime. Puis en 2011-2012, puis là je dis ça parce que j'ai écrit un texte là-dessus ce matin, mais en 2011-2012, le meilleur joueur, c'était genre Max Pacioretty. Puis après ça, c'était Piquet Souban. Puis sinon, c'était Eric Cole puis David Desharnais. Fait que tu sais, à un moment donné, là, quand t'affrontes les meilleures équipes de la Ligue, puis que t'as ça envoyé en overtime, ben je m'excuse, mais quand tu t'en vas à la guerre avec des petits bonhommes en plastique G.I. Joe, là, ça se peut que tu gagnes pas, là, tu sais. Non, mais là... C'est un peu le chien. Mais non, mais là, ça n'a pas de sens, là. Tu t'en vas à la guerre avec des fusils à l'eau, là. Tu sais, t'as pas le choix de juste défendre, puis tu défends jusqu'à temps que le premier trio adverse soit brûlé pour faire un changement, amener des forces fraîches contre le trio qui est brûlé, puis là, tu vas essayer de scorer. Parce que sinon, oublie ça, là. À 2 trios, à pleine énergie égale, le Canadien, il rivalise pas, là. Et tu regardes n'importe quelle équipe présentement dans la division canadienne à 3 contre 3, Montréal, peu importe qui envoie sa glace, c'est la pire équipe. À l'exception d'Ottawa, puis... Même là. Pas tant, là. Chabot, Kachuk, puis Tuchel. Ben, puis Brandstrom quand il joue. Ouais, c'est ça, Brandstrom. Non, ben, tu sais, c'est ça, tu sais, ils sont bons, sont jeunes aussi, là, mais c'est ça, tu sais, même Ottawa, on serait porté à dire, ils sont moins bons en overtime, mais ils ont quand même des solides joueurs, puis c'est des joueurs élites, là, fait que... C'est de là que je disais un peu dans mon texte qu'on a fait le tour de Bergevin. Je pense qu'on a tiré le maximum de ce qu'on pouvait faire avec lui. Il va falloir une autre vision, que ce soit au repêchage, transaction, signature d'agent libre. J'ai adoré ce qu'il est capable de monter cette année. Là. Il est capable de surveiller sur un 10 cents puis de faire une équipe quand même potable. Mais ça fait combien d'années? 9-10 ans qu'il est là. Puis, à part améliorer la structure vraiment de recrutement puis tout, améliorer, en tout cas. C'est défendable, là. Mais il n'y a plus grand-chose qu'on pourrait tirer de lui. Fait que je pense que c'est pour ça que je disais Pour ceux qui n'ont pas regardé le dernier match comme moi, je sais que Petrie a été beaucoup critiqué pour ce qu'il a fait en prolongation. Pouvez-vous un peu expliquer? Ben, dans le fond, à la place de... Puis il y avait un changement des 2 gars avec lui. Ouais. Puis lui, il y avait la rondelle contre les 3 gars de Winnipeg. Il a cafouillé un peu. Puis à la place de s'en débarrasser, il a essayé de faire un petit tourniquet. Puis en plein milieu de les 3 gars, il a perdu la puck. Puis il y a eu un 3 contre 1. Puis est-ce que c'est un peu les 3 gars qui étaient là pour Winnipeg? C'est-tu les 3 gars qui étaient brûlés que là, on amenait les forces fraîches pour aller en profiter, genre? OK. Fait que le plan aurait quasiment pu marcher. Puis il y a un mauvais changement aussi, faut le dire. Ça a été long au niveau du changement. Okay. Fait que ça aurait pu être un 3 contre 2 au lieu d'un 3 contre 1. OK. Puis Price, ben c'est ça, il aurait pu faire l'arrêt, mais c'était un très bon tir.
Tu sais, peu importe comment on aborde la date limite des transactions, on s'entend que le plus gros des problèmes, c'est en défensive, on le mentionnait. Puis, tu sais, il y a présentement Mathias Ekholm qui est disponible sur le marché des transactions. Aux dernières nouvelles, un choix de premier tour, un espoir, on parlait de blue chip prospect, fait qu'un prospect genre A, puis un prospect plutôt modéré, mettons. Pour Mathias Ekholm, on s'entend que c'est une demande de base, ça se peut que ça soit plus bas que ça, mais les demandes étaient plutôt basées sur la transaction de Jake Muzzin, qui avait donné Sean Durzi, Carl Grundstrom, puis un premier choix aux Kings. Vous êtes Marc Bergevin, les boys. Vous offrez qui pour Mathias Ekholm? Je suis curieux de vous entendre. Moi, je pense qu'il voudrait sûrement aller chercher un choix de première ronde. Probablement Jayden Struble, un prospect de deuxième ronde là, du Canadien. Puis, ou Michak, ou Tok, peu importe lequel de deuxième ronde. D'après moi, ça serait les 3 gars qui essaieraient de venir chercher. Puis, un gars de ligne américaine, là, c'est Fringe NHL, ligne américaine comme Vejemo ou ben Peeling. Mais pas Peeling, là, ça arrivera pas avec Peeling, là, mais Vejemo ou ben un autre, là, Fleury peut-être. Moi, je pense que ça ressemblerait pas mal à First Pick puis Ilonen. Peut-être justement un défenseur là, à la Josh Brook peut-être là, en plus de ça. Mais ouais, je pense que c'est de quoi qui ferait du sens. Ilonen, First Pick, Josh Brook. Mais est-ce que Bergevin va être prêt à céder ça, sachant qu'il joue sa job peut-être plus que normalement? Mais il n'y a pas de place. Faut qu'il donne du salaire en plus. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est là que ça devient un problème. Puis il faudrait rentrer Charrot. Est-ce que les Preds seraient prêts à prendre Charrot en se disant on va peut-être être capable de leur glisser quelque part ou même juste le garder avec eux là? Peut-être. Peut-être. Ouais, puis tu le dis là, c'est les risques. Puis en début d'année, là, Bergevin, là, sa grosse erreur, ça a été de faire des promesses. Il a fait une promesse que l'organisation allait avoir des résultats. Molson l'a appuyé là-dedans. Fait que là, il peut pas reculer. Là. Fait que tu sais, si l'occasion se pointe d'acquérir un bon joueur, moi je pense qu'il va sauter dessus à pieds joints. Puis tu sais, Ekholm répondrait tellement à un besoin immédiat dans l'alignement du Canadien. Mais moi, je pense que personnellement, ça serait le premier choix de cette année que je donnerais. Pour les raisons que j'ai déjà expliquées dans un texte, c'est que cette année, le repêchage, tu sais, parti de même, le Canadien repêchera pas top 10, là. Parti de même, là. Probablement pas top 15, à moins que ça chie avant la fin de l'année, là. Mais tu sais, je pense pas qu'il repêche, mettons, dans le top 10, là. Je pense vraiment pas. Puis, à partir de 15-20 à peu près en première ronde, jusqu'à 50, 60, puis même toute la deuxième ronde au complet, il y a possibilité d'avoir un joueur au potentiel similaire ou presque, puis le Canadien a 2 choix de deuxième ronde. Fait que moi, je me dis, tant qu'à avoir un choix de premier tour, pour avoir un joueur comme Mathias Ekholm, alors que tu as 2 choix de deuxième tour qui vont te donner 2 joueurs similaires à ce que ton choix de premier tour va te donner, je pense que s'il y a une saison où tu peux te permettre de donner le premier choix si t'es le Canadien, c'est cette année. Si on donne le 2022, puis que l'année prochaine, on fait comme les Sharks de San Jose, il faut pas. Puis que tu passes à côté de Brad Lambert ou Mathieu Savoie ou Shane Wright ou sérieusement, ça va japper pas à peu près. Là. Fait que... non, tu peux pas te permettre de... C'est pire que je tout ça. Avec San Jose. Ouais, oui, pire, oui. C'est 4 fois pire. Ça arrête pas de bon sens comme... Non, ça peut pas arriver. Bergevin, il a toujours dit qu'il sacrifierait pas le futur de l'équipe pour sauver sa job. Donc, j'ai bon espoir qu'il donnera pas le futur de l'équipe pour un joueur de location ou juste pour faire les séries au cas où. Parce que de toute façon, il a mis sa tête sur le bilot. Il sait son temps est compté. Il l'a dit live à la TV que c'est lui la prochaine tête à partir si ça fonctionne pas. Fait que, oui, la tentation pour aller chercher Ekholm est là, surtout à cause du repêchage qui est pas top, selon plusieurs, qui est plus différent que les autres, mettons. La tentation est là, c'est sûr et certain.
Mais est-ce qu'il y a d'autres équipes qui peuvent offrir des meilleurs assets que lui? Je pense que oui, sérieusement. Là. Mais bon, bref. Je pense que si t'es Nashville pis tu te fais offrir, mettons, Nick Robertson pour Ekholm. tu dis oui, tu sais. Oui, Montréal offrira pas Caulfield pour Ekholm. Fait que partie là, Montréal part avec 2 prises. Parce que moi, personnellement, je suis très en accord avec toi, Max. Je pense que Ilonen pourrait être une cible de Nashville avec le premier choix. Mais il faut juste se rappeler que Nashville, présentement, s'il échange pas Ekholm s'en va à Seattle. Ils vont de la misère à le protéger. Ils vont de la misère à le protéger au repêchage d'expansion. Mais là, si tu échanges Mathias Ekholm puis tu n'obtiens pas un défenseur en retour, ben là, tu as un problème parce que c'est Dante Fabro qui va partir pour Seattle parce qu'ils seront pas capables de le protéger. Puis ça, c'est dans l'optique qu'ils vont utiliser le modèle où ça leur permet de protéger plus d'attaquants. Parce qu'ils ont comme plus d'attaquants à protéger, à mon avis. Là. Fait que tu veux pas que Fabro y parte, puis ben tu veux pas perdre des comptes pour rien. Parce que c'est probablement le joueur qui vaut le plus présentement avec, mettons, Ricard Raquel. Fait que moi, je pense que définitivement, si Canadien veut avoir Mathias Ekholm, c'est choix de premier tour, Ilonen, Victor Mété. C'est plus le salaire. Ouais, ça pourrait, ça pourrait ressembler à ça définitivement. C'est vraiment le salaire qui va. Ben puis même, c'est quand même cher, je te dirais. Même que Ilonen pourrait se transformer en Vejdemo ou quelque chose comme ça. Là. Mais moi, je pense que Mété ferait partie de la transaction. Puis il pourrait très bien être exposé à Seattle par après. Ça me surprendrait pas. Bon scénario. Mais Vejdemo, ça n'a aucune valeur, ça, par exemple. Là. Ouais. Non, mais t'es Gunström, Carl Gunström, bref. Gunström, ça n'a aucune valeur non plus. C'est pour ça que je me fiais à la valeur de ça. Mais non, Pascal, dans le temps, Gunström, c'était un bon prospect, là. Il venait d'avoir une grosse saison à HL, puis non, il y avait une plus grande valeur que Vejdemo, là. Vejdemo, 9 points en 12 matchs. C'est excellent. Il est plus vieux un peu. C'est ça, il est plus vieux un peu, par exemple. Et ça, Gunström, dans le temps, c'était un prospect A, là. Ben, je pense que dans la transaction des livres, c'était plus Dursey qui était prospect A. Ouais. Non? Oui, je sais pas. Ben, Pascal, il a l'air d'accord avec toi, là, mais. Mais ça se peut, je suis peut-être complètement dans le champ. En tout cas, je dirais pas que oui, mais je pense que oui. Mais. Écoute, moi, je trouve qu'on s'ostine pour rien parce que sur Twitter, moi, je me suis fait remettre à ma place parce que ça a l'air que Dursey puis Grundstrom, c'était juste des B puis des B-. Fait que, maintenant, peut-être. C'est ça, mais. T'sais, si tu regardes la transaction maintenant, ben c'est sûr que c'est plus la même chose. Là. Faut se remettre à l'époque. Puis à l'époque, ben Gunström, c'est peut-être juste moi qui tripe trop ces Suédois, là, mais me semble que à l'époque, Gunström, c'était quand même un prospect qui avait bien du bon sens. Là. De mémoire aussi, me semble. Ouais. Mais moi, on dirait que dans ma tête, c'était. Puis écoute, là, je t'ai fourni une solide analyse de hockey DB là, parce que. Dursey, je l'ai pas tant suivi, puis Grundstrom non plus, mais je me rappelle que Dursey, sa dernière année c'était ça un OHL qui jouait? En tout cas, dans le junior, là, il y avait eu une solide saison. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, je me disais, c'est probablement à lui la pièce maîtresse de la transaction, tu sais, parce qu'en plus, les Kings avaient plus ou moins de relève. Tu sais, la relève défensive était peut-être moins solide que la relève offensive. Fait que je me disais, ben, tu sais, Dursey va probablement avoir un rôle bientôt. Mais, écoute, on spécule pour spéculer. Sous le signe différent du Canadien de Montréal, parce que c'est le fun de parler du CH, mais c'est le fun de parler d'autres choses, hein, Pascal? Tu te l'as fait dire pas pire dans les commentaires de ton article aujourd'hui. Hey. Pas de bon Tout sens. sur le CH. Ouais. Tout sur le CH. J'ai un article sur le Canadien dans les 2 dernières semaines, puis je me fais ramasser. Ouais. On écrit à 20
entre 20 et 30% d'articles sur le Canadien, mais quand on écrit sur le Canadien, on est tout sur le CH, puis on écrit sur rien d'autre. Là, mais... Allez voir ailleurs, vous allez voir qu'on est vraiment moins pire. Ah, mais ça, c'est une question d'algorithme. Là. Sur Facebook, plus les gens commentent les articles du Canadien, plus les articles du Canadien sortent sur leur actualité. Fait que là, ils pensent qu'on écrit juste sur le Canadien. Non. Tu cliques juste sur le Canadien, dude. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exact. Non, mais ma question, je trouvais ça intéressant comme débat, puis je sais pas si on en a parlé dans notre chat privé, là, mais à votre avis, au niveau du succès à long terme pour les franchises, est-ce que vous pensez que les Hurricanes ou l'Avalanche du Colorado va connaître les plus beaux succès à long terme? Il y a juste une équipe des deux qui a Seth Jarvis dans ses rangs, donc... Oh, OK. Non, mais pour vrai, c'est une sacrée bonne question, ça. Il a fallu que tu nous la donnes avant pour qu'on y pense. Mais même en y pensant... Je te l'ai envoyé dans le screenshot. Ah, OK. Ah, fait que, juste au-dessus du prochain sujet qu'on va faire, là, juste au-dessus. Ouais. C'est là qu'on voit que je m'applique vraiment sur ma préparation au podcast. OK, dans ce cas-là... Est-ce que je réponds en premier? Ouais, vas-y, ça va me laisser le temps. Moi, j'y vais avec le Colorado, sérieusement. Ils ont peut-être moins de profondeur, mais ils vont avoir la meilleure défensive à mes yeux. Ils ont plus de joueurs élites, dont un joueur franchise. Tu sais, oui, Sébastien Aho est un excellent joueur de hockey, Svechnikov aussi, mais j'aime mieux, vraiment mieux le Colorado au niveau de comment ils sont construits. Mais ça va être une très bonne rivalité. Ils ont tous les deux des gardiens un peu... mettons, c'est les gardiens numéro 1, là. Mais ils ont tellement une bonne équipe en avant d'eux autres que c'est moins pire. Là. L'impact est moins pire d'un gardien 1B, mettons. Mais moi, j'y vais vraiment avec Colorado, là, avec Byron qui s'en vient. Oui, il n'y a pas la saison qu'on voudrait en ce moment, mais ça va venir. Il est tellement bon. Avec McCarr, Girard, McKinnon, Rantanen, avec le repêchage aussi du Colorado. Sérieusement, j'ai pas de problème à dire Colorado, mais Hurricane vraiment pas loin. Moi, j'irais avec les Hurricanes. Ah, moi, j'étais prêt à donner ma réponse. Vas-y. Mais t'allais-tu avec les Hurricanes ou on va se mettre 2 contre Pascal? Là? Ouais, moi, j'aime ça être contre Pascal en plus. Mais, mais pour vrai, c'est sûr que ce qui est dur à analyser là-dedans, c'est que oui, la plus grande vedette, c'est Nathan McKinnon, puis c'en est toute une vedette, là, puis ça, il peut, en plus d'être bien entouré, il est capable de traîner le club sur ses épaules, donc c'est un peu dur d'y aller contre lui. Mais d'un autre côté, je pense que l'équipe en Caroline est plus complète, puis en série, je pense que ça va peut-être venir jouer dans la balance, mais c'est tellement dur à dire aujourd'hui, je veux dire. Mais c'est Jarvis Power. J'ai hâte de le voir sérieusement avec les Hurricanes. Ils ont tellement une bonne équipe. Là. Avec mettons Svechnikov puis Aho là. Oui, ça pourrait, tu sais, puis là ça descend Teravainen sur un deuxième trio avec Nechas. C'est pas une c'est une très il y a des gros noms là aussi. Il va falloir qu'ils se mettent à repêcher des défenseurs en première ronde, Mané, pardon, parce que Non. Tu repêches pas ça en première ronde des défenseurs. Ben non. Sauf s'il est suédois. Ouais, c'est ça. Moi, j'irais aussi avec les Hurricanes parce que, Seth Jarvis, on a vu ce qu'il est capable d'offrir en Ligue américaine. Hein, puis c'est vrai qu'il est assez hâte de le voir dans l'alignement principal. Mais moi, ce que je trouve, c'est que les Hurricanes, au niveau défensif, je les trouve peut-être un petit peu plus stables que l'Avalanche. Puis je m'explique, c'est que leurs défenseurs, j'ai l'impression que c'est plus des défenseurs polyvalents. Tu sais, je regarde McCarr, il est très bon. Là. Il est très bon. Bowen Byram, j'ai l'impression que ça va être plus un genre de défenseur offensif. Girard, même affaire.
Mais je te dirais que le corps défensif des Hurricanes offre sensiblement les mêmes performances sans un Makar. Là. Ils n'ont pas de vedette offensive dans leur défensive. Mais quand tu regardes leur corps, c'est tous des gars de 26 ans. Des gars qui ont d'expérience. Tu sais, Brett Pesce, Jacob Slavin, c'est des gars qui jouent dans la Ligue nationale déjà depuis une couple d'années. J'ai l'impression que leur développement, justement, le fait qu'ils soient plus avancés, donne un petit peu plus de solidité à la défensive. Puis dans le filet, je trouve que la Caroline, au côté avenir, est un petit peu plus avancée que, mettons, l'Avalanche, que présentement, ils ont absolument rien. Ben non, c'est pas vrai. Ben c'est quoi son nom? Il y a un petit Finlandais avec l'Avalanche, là. Justus Annunen. C'est ça, lui, il va être bon, lui, je pense. Il est bon, maudit. Mais avec les Canes, il y a Nedeljkovic qui fait bien cette année. Fait que c'est sûr Nedeljkovic, puis ils ont Jack Lafontaine dans leur pipeline. Gardien de l'année dans la NCAA. Pas un mauvais choix, en effet. Tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, je pense que présentement, présentement, là, comme duo de gardiens, je prends Grobauer et Franzos avant Reimer puis Mrazek. Je prends Grobauer et Franzos. Tout a des noms pareils. Ça n'a pas de sens. Mais je dis gros, mais c'est peut-être Grubauer. C'est Grubauer. Mais Franzos, c'est vraiment Franzos. Quand j'ai entendu Pierre Roud le dire, je me suis dit, si Pierre le dit comme ça, c'est que c'est comme ça. Mais, tu sais, ouais, c'est ça. Un bon Fritzos. Puis, mais c'est ça, je prends ce duo-là présentement avant le duo de la Caroline. Puis pourtant, le duo de gardien en Caroline performe mieux. Fait que c'est pour ça que, tu sais, qu'on dirait que j'ai l'impression que leur défensive est peut-être un petit peu plus solide que l'Avalanche. Puis tu sais, encore là, c'est une question de préférence. Puis, tu sais, je préfère Makar à tous les défenseurs de la Caroline. Fait que tu sais, est-ce que c'est le système du coach qui favorise le système défensif? Il y a des fortes chances. Tu sais, je suis très content présentement de Jake Bean qui connaît des bons moments avec l'équipe. Oui. Fait que c'est un défenseur quand même de 22 ans qui mérite plus d'attention à mon avis, mais tu sais, c'est ça. La Caroline ont comme pas de Byram puis de Makar, mais j'ai l'impression que côté efficacité, pour appuyer un duo de gardiens moins solide qu'à l'Avalanche, sont meilleurs. Puis tu sais, offensivement, tu regardes le noyau, là, tu sais, le plus vieux joueur, c'est Jordan Staal à 32 ans, puis il est excellent présentement. Là. Sinon, tout le noyau de joueurs entre les vétérans et les recrues est vraiment proche. Vraiment très proche. Fait que moi, c'est pour ça qu'à long terme, je pense que c'est la Caroline qui va avoir le dessus. Tu sais, j'ai l'impression que la profondeur au sein de l'Avalanche est peut-être un petit peu plus vieille, puis il va avoir peut-être tendance à changer plus qu'en Caroline, qui ont l'air d'avoir une formation qui va s'étirer plus sur le long terme, là, mettons. Puis ce qui est beau, c'est que ces deux équipes-là ont construit leur équipe avec le repêchage. Ouais. Ouais, ça. Ben, oui, le repêchage. Ces deux équipes-là. Repêchage, il y a eu des échanges oui, aussi, là. Il y a eu des échanges aussi, là, mais les ouais, gros joueurs ont été repêchés surtout. Hein. Parce que tu regardes, mettons, tu sais, c'est particulier parce que la défensive de l'Avalanche a été construite par le repêchage, oui et non. Tu sais, t'as Carly Makar, t'as Connor Timmins, t'as Bowen Byram. Mais tu sais, via transaction, t'as pogné Ryan Graves, Devin Taze, puis Samuel Girard. Ouais. C'est fou, là. C'est vraiment un excellent mélange de transactions puis de repêchage. Mais je pense qu'au niveau repêchage, la Caroline ont peut-être plus, justement, profité de ça, là, parce que, tu sais, l'Avalanche n'a pas nécessairement tanké comme la Caroline l'a fait, là. Ils ont eu un certain moment, ils sont allés chercher Rantanen puis McKinnon, pas pour rien, c'est parce qu'il était vraiment en bas dans le classement. Mais oui, la Caroline ont vraiment bien repêché. Voulez-vous que je vous rappelle un souvenir?
Si tu me parles de Justin Williams, son bâton dans l'œil de Koivu, je pense que je te ferai. Non, je voulais juste vous rappeler le jour où Marc Bergevin a fait une offre hostile pour Sébastien Aho. Oui, Sébastien Aho. C'est arrivé, ça. Sébastien Aho, le membre alumni du Canadien de Montréal. Ouais. Ça aurait été le fun, du Canadien. Ça aurait pas été déplaisant. Ça me fait rire, hein, parce qu'il y en a qui l'ont encore de travers, là, le fait que la Caroline se sont alignés, parce que du moment que tu parles des Hurricanes comme quoi sont bons, l'argument qui sort, c'est « Oh, mais ils seront pas capables de signer Nietzsche puis Svechnikov parce que le propriétaire veut pas payer, il veut pas payer de bonus, pis ça. » Il l'a fait pour Aho, là. Tu sais... Ah, moi, je signe pas Svechnikov, je veux pas lui donner de bonus. Ouais, c'est ton joueur élite de franchise pis tout. Ouais, on y va le faire, là, tu sais. Fait que... Alors, moi, je pense que la Caroline, à long terme, pour vrai, pis tu sais, c'est surtout la tenue d'Alex Nedeljkovic qui tend à dire que je vais préférer la Caroline que l'Avalanche. Mais tu sais, c'est clair que ça se peut très bien que dans 4 ans de ça, la finale de la Coupe Stanley soit Caroline contre Avalanche, puis on va triper. Là. Mais, hein. Demi-finale, Rangers-Caroline serait malade aussi. Même si ça n'arrivera pas. Là. Une finale de la Coupe Canadien contre Avalanche, Canadien nordique, avec les reverse rétro. C'est ça. Hey, si tu veux faire pleurer du monde au Québec, fais ça. Ah, je verserais probablement une petite larme. Aïe, aïe, aïe. Mi-saison dans la Ligue nationale, les boys, on est avancés. Les séries, ben la date limite arrive, mais les séries arrivent aussi. On a la moitié de la saison de fête. On y va avec nos petits trophées de mi-saison. Parfait. On va commencer par le MVP. Tiens, on va commencer par ça. Le MVP à la date de la mi-saison. Je vais à votre finir. avis. Tu vas finir parce qu'on va genre tout avoir le même, là, probablement, là, mais Pascal, je vais te laisser débuter. Ben, je joue avec Connor McDavid, là, c'est le moins compliqué. Dans tous les choix que tu nous as envoyés de choisir nos choix, je trouve que c'est lui qui est le plus logique. Ben, parce qu'il produit. Dans n'importe quel pool, quand tu choisis Connor McDavid, t'es quasiment assurément dans la bataille pour le premier. Puis présentement, je suis deuxième, puis le premier à McDavid, puis à tous les soirs qui joue, je suis vraiment fâché. Donc c'est un choix logique pour moi. C'est lui qui produit le plus. Il a plus d'impact sur la game en ce moment. Tout le monde n'a pas de lui, donc c'est pour ça que j'ai... Il y a Matthews aussi. J'ai hésité pour Matthews, vu qu'il y a vraiment beaucoup de buts, là, mais bon, bref. C'est pas mal ça. Moi, je suis pas allé avec McDavid. Puis c'est pas pour faire différent, là, tu sais. C'est clair qu'avec son total de points, tu sais, moi, normalement, l'MVP, c'est pas nécessairement un total de points. Je pense, tu sais, ça le dit dans le terme. C'est le joueur le plus utile à son équipe. Puis clairement, McDavid répond aux critères, là. Mais présentement, je trouve que le joueur qui est le plus utile à son équipe, c'est Patrick Kane. Parce que Patrick Kane... Tu me fais chier. Tu me fais chier. C'est ça. Hey, c'est quoi? On se croirait au mock draft. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'allais dire. On se croirait au mock draft quand les deux, on sort des noms, puis Pascal, boum, il sort le choix à Max. Mais non, tu sais, les Hawks seraient nulle part présentement sans Patrick Kane. Là. Je pense que l'argumentation va se ressembler, là, Max. Là. C'est assez clair, là, les Hawks qui cette année, probablement tout le monde les voyait pas en série. Puis présentement, ils se battent pour une place en série. Puis là, Dylan Strome est revenu de blessure. Kirby Dach commence à s'entraîner, mais c'est pas tant sûr qu'il va revenir pour la saison, mais quand même. Tu sais, les Hawks, ils ont quand même des bonnes chances de faire les séries, puis c'est clairement à cause de Patrick Kane. Puis de Brinkat aussi, mais sérieux, c'est fou. Là. Mais tu l'as dit, pour moi, je le prends vraiment joueur le plus utile à son équipe. C'est ça la définition du trophée. Puis Patrick Kane, c'est ça. C'est l'impact qu'il a sur son équipe en ce moment, c'est ridicule. Là.
Ce gars-là vieillit tellement bien, il est beau à voir aller, là. C'est comme un bon vin. C'est ça, c'est comme un bon vin. C'est ça. C'est comme Jeff Norris, Patriot. On n'a pas. Hey, c'est vrai, dans la liste des trophées, les gars, j'ai oublié de vous mettre le Norris. On va parler du Norris aussi. C'est Jeff Petrie. C'est ça, j'ai parlé de vin, j'ai parlé un peu d'alcool, puis on a perdu l'Archie, fait que on va lui laisser une chance de se reprendre vu qu'on lui a volé son pic. Dis-nous qui tu mets pour le Norris, l'Archie. Je vais aller avec Victor Hedman. Parce que c'est le choix logique à chaque année pour moi. Je veux dire, je sais même pas si j'ai regardé une game du Lightning. Je n'ai peut-être regardé une ou deux cette année, mais je sais quand même que c'est Victor Hedman qui le mérite. Parce que c'est cette qualité de défenseur-là. Mais c'est mon choix aussi. Moi aussi. Ouais, pour avoir regardé des games de mon côté, au niveau de Hedman, surtout en début de saison, puis une dernièrement. Écoute, tout comme McDavid à l'avant, lui à l'arrière, pas juste offensivement, mais défensivement, il est dur à passer, il est physique, il est bien positionné. Weber, il arrive même pas à cheville. Je sais pas pourquoi t'amènes Weber dans ce débat-là. Ça a tellement aucun rapport. Ni Petrie. Petrie arrive pas à cheville. Non, mais tu sais, les gars, MVP, on va parler de Patrick Kane et de Connor McDavid. Pascal qui arrive. Ouais, mais je pense que, tu sais, Paul Byron n'arrive pas à leur cheville, là, mais... Byron, tu sais. Non, mais tu sais, l'obligation de plugger un joueur du CH, sincèrement, chez Weber, présentement, là, tout ce qu'il va mériter comme trophée, c'est le joueur le plus lent de la Ligue nationale. Là. Mais il est bon dans la chambre. Regarde, il est bon dans la chambre. Moi aussi, je vais pour Victor Hedman. Évidemment, j'irai pas avec chez Weber pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais voilà, j'ai pas rien d'autre à ajouter sur Hedman. Fait qu'on peut passer tout de suite au trophée Vezina. Trophée Vezina, tu sais, sincèrement, encore un choix facile. Là, c'est Andrei Vasilevskiy, puis je vois pas vraiment personne d'autre. Mais j'aurais une mention honorable, par contre, à Mike Smith. Mike Smith, il me fait mentir cette année. Depuis son retour de blessure avec Edmonton, il performe excessivement bien. Puis je souhaite vraiment aux Oilers que Mike Smith poursuive ses performances en série. Mais présentement, il n'y a pas un gardien qui vient à la cheville de Vasilevskiy. Encore moins Carey Price. Avant que tu le dises, Pascal. Encore moins Weber. Parce que c'est sûr qu'elle allait le mentionner. Monsieur tout sur le CH. Ouais, c'est encore moins Weber. Dis ton choix, chaud. Je suis même pas chaud premièrement, puis deuxièmement, chaud, c'est... Ok, j'ai compris le chaud. J'ai vraiment pas chaud. Vasilevskiy. D'accord. C'est sûr que ça va être lui qui va le gagner là, cette année. Là. Mais une petite mention honorable à Marc-André Fleury. Oui. Il est revenu de nulle part cette année. Ouais. Pas de nulle part, mais tu sais, du coup de théâtre de l'année passée. Donc, c'est pas mal de ça qui revient. C'est tout qu'un combattant, ce gars-là. Ça n'a pas de bon sens. T'sais. Je suis vraiment content de sa saison en ce moment. 16 victoires en 21 matchs. Il y a une maudite bon clé devant lui, mais il fait les arrêts, sérieusement. 933 pourcentage d'arrêt. C'est quand même pas mauvais, tu sais. Moins bon que 993, mais ça a de l'allure quand même. En effet. Moins bon que Weber. Trophée Calder, messieurs, je crois qu'on va avoir un choix unanime ici. Pascal. Je sais déjà qui tu donnes, mais tu y vas avec Kaprizov, mais Lankinen aussi, il commence à... Mais Jake Evans, il est même pas à la cheville. Pas Lankinen, mais Kakkonen, il commence à me tanner un peu. Là. Kakkonen, je le trouve vraiment bon, sérieusement. Là. Le défenseur, pas le défenseur, mais le goaler de Minnesota. Ouais, vraiment. Minnesota, cette année, là, sont moins beige, puis sont le fun à voir. Moins beige, ouais. Un peu plus de couleurs. Ils sont sûrement... j'irais dans le même sens, je pense. Kaprizov, puis le petit Kakkonen aussi, qui c'est vrai qu'il commence à être tannant un peu dans les discussions, s'il peut continuer sur sa lancée, là. Puis s'il peut avoir pas mal d'actions d'ici à la fin de l'année, je pense que ça pourrait être...
est-ce que ça va vraiment devenir une discussion? Il faudrait vraiment qu'il reste sensationnel pour battre un gars qui est pas loin du point per game, là, ou qui est à peu près au point per game, là. Fait que non, ça c'est à suivre parce que là, la dernière fois que j'avais checké, Kakkonen il était à 8 victoires de suite, là. C'est pas pire, là. Il est 12-15 en ce moment. Ouais, c'est vraiment ça. pas mauvais, là. C'est super bon. Puis je suis content de Kaprizov cette année parce que je l'ai vu pas mal l'année passée que j'ai regardé Romanov. Puis je suis content qu'il soit capable de faire ce qu'il faisait dans la KHL, dans le national de hockey. C'est pas un Nikita Gusev. Exactement. C'est pas un Sekash non plus. Il fait... toi, tu bâcheras pas mon Yergé ici. C'était mon préféré. Absolument tout ce qu'il faisait là-bas, ici. Puis quel joueur de hockey. Je vais aller chercher sa Young Guns. Hey, sors le portefeuille, mon homme. Je sais, je niaise. Le parallèle avec Artemi Panarin est tellement facile à faire, mais tu sais, j'ai comme l'impression vraiment que ça va être une tendance qui va suivre là, pour Kaprizov, qui est mon choix aussi pour le Calder. Kakkonen, même chose, je le mettrais probablement deuxième aussi derrière. Imaginez Minnesota, si Marco Rossi avait été là. Bon petit trio de jeunes, hein, on va se le dire. Ils ont Greenway. Toi, c'est vrai. Toi, c'est vrai, Max, t'aimes pas. T'as eu un petit beef d'ailleurs par rapport à ça en pleine radio, c'était merveilleux. Ouais, il est ordinaire, le petit Marco. Non, c'est pas vrai. Il va être bon. C'est juste que je vois pas tant le gros hype à son endroit. Là. Il va peut-être devenir un bon gars de deuxième trio, là, pis ce qui est déjà bon, là. Mais je vois pas pourquoi on s'hyperait tant que ça. Ben, moi, j'ai de la misère à penser qu'il va être un joueur de deuxième trio s'il est jumelé à Kaprizov. Là. Sérieusement, s'il est jumelé à Kaprizov, moi, je pense qu'il va avoir des points en masse à accumuler à sa fiche. Là. Ben oui, mais on l'a vu cette année en début de saison avec Kotkaniemi. Des fois, t'as des points, mais tu fais rien. Ouais, mais il y avait pas de bons alliés, là. Ouais, Toffoli, là. Ouais. Garbage. Toffoli, ça sert à rien. Aïe. Il y a Jordan Greenway aussi qui est vraiment bon cette année. C'est pas une recrue, là. Mais 20 points en 27 matchs. Puis il mesure genre 6 pieds 5. Eric Senek aussi, il est bien. Eric Senek, ouais. 240. Je sais que Nico Sturm, c'est un gars vraiment de profondeur, mais qui quand même il produit, il montre des belles choses offensivement. Puis non, c'est le fun ce qui se passe avec le Wild. Zuccarello, il est revenu de blessure. Le Zouk. Hey. Même Foligno, Marcus Foligno, 16 en 23. Ben oui. Wow. Ça n'a pas de bon sens, ça. Ce gars-là a jamais fait plus que 22 points, je pense, dans sa carrière. Tu sais qui a le plus de minutes de pénalité pour Minnesota? Ben, si tu me le demandes, ça doit être quelqu'un de surprenant. C'est Fiala, avec 33 minutes. Lui, il est décevant, par exemple. Ouais, mais Fiala, ses minutes de punition sont boostées parce que je pense qu'il y a eu une extrême inconduite de partie récemment. Il a genre pogné 15 minutes dans la même rencontre. Fait que, mais il y a quand même plus de minutes de pénalité. Ben oui, je sais, là, mais c'est ça. Fait que, je pense que Greenway, il y a pas mal d'équipes qui le voudraient dans leur alignement. Là. Ben oui. Puis 6, là. Et... Moi, il m'avait tellement étonné C'était-tu aux Jeux Olympiques qu'il avait joué pour les États-Unis? Je pense que oui, hein. C'est soit je suis pas mal sûr que c'est les Jeux Olympiques. Si c'est pas ça, c'est la Coupe Spengler, mais ça me surprendrait en maudit que j'ai écouté la Coupe Spengler. Fait que d'après moi, c'est les Jeux Olympiques, là. Aïe. Mais non, je suis pas mal sûr que c'est les Jeux Olympiques, puis il m'avait vraiment impressionné de la façon qu'il rentrait au filet puis qu'il était en confiance, sérieusement. Là. J'avais vraiment apprécié Greenway, puis l'année passée, il m'avait déçu pas mal à ses débuts, mais tu sais, c'est un jeune. C'est un jeune avec un gros gabarit, fait que tu sais, patience avec les jeunes, comme on dit. Là. Fait que voilà. Votre Jack Adams, messieurs, entraîneur par excellence, Larchie, avant qu'on te vole ton pic, vas-y donc. Coach Q. Damn!
C'est moi qui s'est fait voler son choix. Ouais, mais tu sais, je vois pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre qu'aujourd'hui. Parce que c'est la surprise, je pense. Puis c'est pas qu'il y a eu des grosses acquisitions cet été, là. Hey, mais c'est fou! J'ai publié ça sur Twitter tantôt. Regarde l'alignement des Panthers. Ben, Sérieusement, c'est pas... c'est fou, là. Joel Kenville, présentement, fait de la magie avec un alignement très ordinaire sur le papier. Puis l'année passée, il y avait Dadonov puis Hoffman dans cet alignement-là. Ouais. Puis le club allait nulle part. Puis cette année, t'as genre Mason Marchman puis Carter Veragay quelque chose. C'est Veragay sur le premier trio. Puis on est capable de genre, tu sais, on se bat pour la première place hein, présentement là. C'est genre Lightning contre Panthers. C'est fou là. Puis sur le deuxième trio, que dire de Patrick Hornvis? Présentement, il est en train de faire un solide doigt d'honneur aux Penguins de Pittsburgh. Puis personnellement, je suis content parce que de la manière que les Pens ont géré ce dossier-là, c'est totalement dégueulasse. Puis le gars est en train de répondre solide aux Pens. Ils s'en sont débarrassés comme un vieux chiffon. Là. Elle l'aime, lui. Il est suédois. Non, mais tu sais, j'ai l'air de m'emporter, mais tu sais, juste pour rappeler rapidement là, aux auditeurs, là, c'est que les Pens voulaient se débarrasser de Patrick Hornvis, puis il a pas voulu lever sa clause de non-échange. Et les Pens ont dit à Hornvis, si tu lèves pas ta clause de non-échange, on te drop au ballottage, puis ta clause, elle vaudra plus rien après, puis on va pouvoir t'échanger où on veut. Hein? Voyons. Les syndicats des joueurs n'ont pas rentré là-dedans. Il me semble que... Mais ça a brassé, ce dossier-là, pour vrai. Puis finalement... Ben, tu sais, finalement, Hornvis, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a décidé de lever sa clause. Il dit, moi, je vais aller jouer avec un club qui veut de moi. Là. Fait que il est allé en Floride, puis présentement... Là, Au soleil en plus. Au soleil, puis garde, tu sais, Kenville fait un très bon travail, puis moi aussi, c'est mon choix pour le Jack Adams. Mais quand tu regardes l'alignement fait un peu dur, mais... Qu'est-ce qu'on remarque dans l'alignement? 2 joueurs élites, un défenseur élite. C'est ça. Quand tu bâtis autour de ça, ça fonctionne. Puis Bobrovski, il était pas bon en début d'année, puis le club marchait bien. Puis là, Bobrovski, il goal très bien à ses 6 derniers matchs, je pense qu'il a pas perdu. Fait que c'est ça. Quand tu as des joueurs élites, ben ça fonctionne. Moi aussi, c'est Kenville, là. Mais close second, c'est Barry Trotz. Pas nécessairement un bon alignement avec lui. Les blessures, il y a 0 défaite à domicile. Ouais. Tout qu'un entraîneur, ce gars-là, là, sérieusement. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Non, mais... Imagine qu'est-ce qu'il fait avec Weber. Non, mais je le dis souvent, c'est fou, mais c'est parce que j'ai écouté un podcast avec Pantelis, un podcast d'humour, puis il le disait tout le temps. Fait que là, on dirait qu'aujourd'hui, je suis pogné là-dessus, là, mais sérieusement, Barry Trotz, là, tu regardes Thomas Greiss présentement à Détroit, puis oui, Détroit ont pas de club, là, mais tu sais, peu importe le goaler qui passe avec les Islanders, ça fonctionne. Puis c'est clairement à cause du système à Trotz. Ouais. Il ramènerait Rick DiPietro de la retraite, je pense que ça fonctionnerait pareil. Il paye ça encore? Je pense que oui. Je pense que ça finit dans 2 ans. Ça n'a pas de sens. Il pourrait y faire signe. Ouais, il me semble que c'était 2023 que ça finissait. Eh là là. Hey, pour closer les boys, votre DG de l'année? Là, j'espère qu'on n'aura pas le même. Moi, je vais y aller avec Vegas. OK. Meilleure équipe en ce moment au niveau du ratio de points. Avec la signature de Pietrangelo. Il a été capable de garder l'alignement intact quasiment depuis qu'ils sont rentrés dans la ligue. Ils sont toujours demeurés dans le top du classement. Personnellement, c'est une des meilleures organisations en ce moment, un modèle à suivre. C'était intéressant. Je m'attendais pas à Vegas parce que je trouvais qu'il n'avait pas fait tant de signatures, mais ton point... il a fait la grosse. Il a fait la grosse. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ouais, ton plan, ouais, ton point, si, ça fait bien du sens. Toi, Max? Toi? C'est parce que j'hésite entre deux, fait que c'est pour ça que je préférais que tu y ailles. Eh ben, dis-le avant. Ben, moi, Dis j'y tes allais deux. avec... Ouais, je vais dire mes deux, là. J'y allais avec Bill Zito pour les Panthers. Parce que c'est pas... c'est pas les plus gros noms. Tu sais, j'ai fait un tweet là-dessus, là, mais c'est pas les plus gros noms qui deviennent tes plus grosses acquisitions, bien souvent. Puis Bill Zito s'est entouré de personnes qui étaient vraiment calées en statistiques analytiques. Puis, tu sais, une petite parenthèse, là, mais Mackenzie Weegar était supposé être échangé, ce gars-là, à l'automne. Puis, avec la nouvelle administration, on a regardé les statistiques de Weegar, puis les statistiques avancées disaient que c'était vraiment un défenseur très, très, très fiable pour le prix qu'on le payait. Puis on a décidé de le garder, puis cette année, il joue vraiment bien. Puis j'ai l'impression que c'est un peu cette philosophie-là qui a dicté les acquisitions qui se sont faites par-ci, par-là sur le marché, puis tout a fonctionné. Toutes les acquisitions fonctionnent présentement. Fait que c'est pour ça que moi, je pencherais pour Zito. Mais pas très loin, Carl Dubas. Bon, je savais, on pense un peu souvent pareil, fait que je savais que ça allait être un de tes deux. Mais ouais, pour moi, c'est Carl Dubas parce que c'est un peu la même chose. Il a pas fait de gros moves flashy nécessairement, mais mettons en défense là, TJ Brody, quand il joue bien là. Et j'ai regardé quand les matchs que j'ai regardés, il fait un très bon travail. La transaction à Alex Galchenyuk, écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, c'est du génie là. Non mais pour vrai, all around, tu sais, mettons, il a essayé des affaires. Joe Thornton, ça donne ce que ça donne, puis le vieux Joe, il donne ce qu'il peut donner, puis à date ça fonctionne. Puis je pense pas que Dubas regrette cette signature là pantoute là. Tu sais, Jimmy Vesey, ok, ça a pas marché, tant pis, ouais, au balotage, puis on te perd, puis c'est pas grave, on a le bon vieux Chucky. Ouais, moi je trouve que c'est un bon. Il a bien entouré son noyau. Ben, c'est ça, moi, qui me faisait pencher pour ça, puis c'est un peu dans la même philosophie que Zito, c'est que, tu sais, Dubas à Toronto, il a toujours axé sur « je veux un alignement talentueux ». Fait qu'on dirait là que c'était tout le temps un alignement vraiment axé sur l'offensive, des talents offensifs, tu sais, Kapanen, Johnson, c'était pas mal tous des joueurs dans la même branche un peu. Là, on a décidé de diversifier l'offensive, puis ça fonctionne. Simmons aussi. Simmons qui avait été bon en début de saison. Thornton, tu sais, la signature de Spezza l'année passée, Spezza, tu sais, le monde, là, Spezza, non, attends, cette année, ça va vraiment bien. Il offre une belle profondeur. Là. Ouais. Fait que, non, moi, le maître des passes à l'aveuglette qui fonctionne. Il a la chanceux, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. On appelle ça le talent. Ouais, c'est ça. Il y en a qui l'ont, puis il y a toi. Ouais. Rick Bitty, j'ai checké pour Di Pietro, là, il est payé jusqu'en 2029. 29? Mais 0 cap hit. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Sérieusement, chez Weber va être à la retraite, puis Di Pietro va être encore payé. Oui. Ça n'a aucun bon sens. C'est... Comment? J'ai dit Keke va avoir genre 29 ans, quasiment 30 ans, puis Di Pietro va être encore payé. Keke va être rendu dans KHL, puis Di Pietro va être payé. Enfoiré. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on finit l'épisode là-dessus? Sur ce solide gag? Non. Fait que les boys, c'est ce qui met fin à l'épisode 25 du TSLH Podcast. Lundi, il va y avoir une autre chronique du Poolcast du TSLH Podcast. Beaucoup de rumeurs cette semaine. Fait que je vais commenter quelques rumeurs qui se sont passées cette semaine. Quelques joueurs blessés également. Puis, il y a toujours les Scoutcasts qui sont disponibles dans notre playlist, qui sont des profils d'espoir montés par Pascal. Et puis, dans les prochaines semaines, peut-être dans 2 semaines
ou éventuellement, mais bientôt, on va faire un épisode spécial pour notre top 32 mid-season à Pascal et moi. Puis, je vais changer mon siège parce que c'est Max qui va animer la discussion entre Pascal et moi pour qu'on vous présente nos top 32 pour le repêchage 2021. Donc, restez à l'affût. On va préparer cet épisode très bientôt.